Bonjour, nous sommes très heureux de vous avoir encore avec nous ce matin, avec mes confrères naturellement en studio. Nous allons aborder pas mal de sujets. Nous parlerons politique. Et cette décision qui est dans les tuyaux, ce n'est pas encore définitif. Mais le gouvernement togolais a communiqué là-dessus en Conseil des ministres lundi dernier. Il se peut que les députés passent de 91 à 117, puisqu'on parle de circonscription électorale, et c'est les communes qui devront servir à ça. Rien n'est encore officiel, mais la manière dont les choses se passent, on craint fort que les nombres de députés soient désormais à 117 pour la prochaine mandature. On aura l'occasion d'analyser donc le sujet, qui est une proposition du nouveau cas, le comité d'action pour le renouveau de Yao Daté. On va en parler. On parlera également d'autres sujets. Bienvenue sur la radio. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. J'ai Taxi FM Lomé en studio avec nous. Francisco Napokura. Bonjour Francisco. Bonjour cher alligator. Tout va bien chez vous? Oui, ça peut aller. D'accord. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure pour mieux comprendre comment est-ce que ça va véritablement. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour cher alligator. Bonjour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. On sera rejoint naturellement en studio par Isidore Sassoua Color et Olivier Adia, puisque c'est presque la dernière émission pour vous, hein, avant donc les fêtes de fin d'année, puisqu'on prendra une pause à partir de vendredi, enfin après vendredi. Mais le premier sujet, les fêtes qui arrivent, la situation elle est morose dans le pays, sur le plan économique. Ils savent que c'est dur là, et on le voit, on le sent aussi, on peut le toucher aussi. Non, ben, est-ce que c'est la morosité? La morosité, non, plutôt c'est la tristesse. C'est la tristesse parce que on ne voit pas visiblement les couleurs des fêtes de fin d'année. D'abord, vous avez vu ces mouvements qui ont eu lieu au niveau des foires, pour les exposants et autres, c'est pas ça. C'est-à-dire que les gens n'ont pas vendu, il n'y a pas l'argent dans le pays. On le disait depuis des mois, que ce qui est en train d'arriver au Togo, c'est que on a l'impression que les gens ont choisi la misère comme mode de gouvernance. D'accord? Non, mais en même temps, il n'y a aucun gouvernement qui peut choisir la misère pour son peuple. Oui, retournez lire bien Machiavel. Même quand vous suivez... D'accord. Oui. Le prince de Machiavel. Voilà. Donc, voilà les conditions dans lesquelles les Togolais vivent. Et vous allez voir, c'est à la non, fin... attendez. Quand on fait des références au prince de Machiavel, vous voulez dire que c'est finalement une arme, la pauvreté, l'utiliser? Ah oui, il y a plusieurs formes de tenir un peuple. D'accord? Et puis, quand vous voyez le moment avec les discussions politiques où les gens ont envie d'augmenter le nombre de députés, on va en parler. Et vous sentez que cette fin fait que les Togolais ne s'intéressent plus au débat politique. Donc, du coup, ça va leur permettre de passer les réformes comme une lettre par la poste. Vous avez faim, vous n'avez pas le temps de réfléchir sur les situations politiques dans le pays. Voilà. Et à l'approche des élections, c'est que les gens vont s'attendre seulement à ces 500 000 francs et à ces t-shirts qu'on distribue de gauche à droite. Donc, et aussitôt après, il retombe encore dans cette misère profonde. Donc voilà ce qu'on a choisi pour le peuple togolais. Et c'est vraiment dommage parce que nous sommes peu au Togo. Les ressources, il y en a, ils sont disponibles. Même si les ressources ne sont pas disponibles, on voit tous les mois que l'État togolais récolte de l'argent sur le marché régional. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? La preuve, le collectif budgétaire de cette année, c'est comme nous l'a caché, même le budget de l'année prochaine, avec cette loi des finances qui prévoit encore d'autres taxes et impôts. Donc, on récolte de l'argent, mais on fait quoi avec? C'est ça la question aujourd'hui. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour, c'est un grand citoyen. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez fait un super article ce matin sur le découpage électoral, surtout la lettre d'Isabelle Améganvi. Est-elle irrévérencieuse? On va en parler un petit peu tout à l'heure. Mais avant la situation de morosité, c'est un peu paradoxal les Togolais. Hein? On peut se plaindre, on dit il n'y a pas d'argent, la fête arrive, des gens sont malheureux. Et puis après, on découvre le jour de fête que les Togolais sont dans des bars, ils boivent, ils font la fête, et puis après on se demande, mais attendez là, il se passe quoi? Que cache-t-on réellement? Ça vous surprend pas, vous, des fois? Monsieur Eric, vous savez, le Togolais aime la fête, le Togolais prépare la fête, et donc même s'il n'y a pas à manger, le fait de voir les gens dans les bars, ça ne voudrait pas dire que ce sont des gens qui sont heureux. C'est le jour de fête, il faut marquer cette journée. Donc, si entre-temps les gens ont pu dégager, c'est un exemple banal que je donne, 5 000 francs déposés, dans un bar avec 5 000 francs, on peut faire du boucan avec les bouteilles de la BB ou bien de SNB. Ça peut faire au moins 5 bouteilles. Voilà, donc on peut faire un peu du bruit avec ça, avec la musique aussi. Et voilà, le tour est joué. Mais cela ne voudrait pas dire que les gens sont heureux, que les gens sont dans l'abondance, non. Et mon frère Francisco le disait, il y a vraiment une pauvreté ambiante. Et quand vous voyez un peu circuler, surtout nous qui circulons, il y en a qui circulent qui ne sont pas au contact avec la population. Bien sûr. Mais nous qui sommes au contact de la population, nous ressentons beaucoup de choses. Nous savons que ça ne va pas, la situation est dure. Un peu partout, quand vous croisez les gens dans la rue, et il suffit de prêter une petite oreille attentive à ce qu'ils ont à vous dire, mais vous comprenez beaucoup de choses, vous savez que vraiment ça ne va pas. Mais est-ce qu'il faut penser que c'est sciemment entretenu? Je ne le dirai pas, parce que nous savons que sur le plan international, il y a eu entre-temps le phénomène Covid, vous savez, avec ses répercussions, ce qui a entraîné l'inflation un peu partout, la récession et tout ça là. Et il y a eu aussi la guerre en Ukraine. Je crois que c'est loin de nous, mais il y a eu quand même des répercussions, l'impact ici en Afrique. Donc ça a créé des situations au point où certains gouvernants, sous d'autres cieux, ont déjà commencé par prendre des dispositions. Il y en a aussi qui sont beaucoup plus ingénieux, qui ont mis en place des mécanismes pour freiner tout ce que cela peut avoir comme conséquences aussi dramatiques sur le plan social dans leur pays. Donc au Togo, nous souhaiterons aussi que nos autorités aillent aussi dans ce sens et réfléchissent encore plus et voir dans quelle mesure elles peuvent aider quand même la population à se relever, parce qu'à l'heure actuelle, quoi qu'on dise, tout le monde est à terre. Ça, il faut l'avouer. Sauf oui, parce que il ne se passe plus de jours où vous ne rencontrez dans la rue des gens qui vous apostrophent, qui demandent 500 francs, 1000 francs. Oui. Et quand vous voyez ces gens, ce ne sont pas quand même des enfants, c'est des pères de famille, des mères de famille, qui vous approchent, qui le disent clairement. On peut penser que c'est des gens qui ne veulent rien faire. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas évident. Parce que quand vous les voyez un peu, vous comprenez que vraiment, ceux qui sont vraiment à bout, ils n'ont plus de recours. Sinon, le Togolais n'aime pas trop s'humilier. Vous savez, nous n'avons pas cette culture de la mendicité. Ça ressemble à ça. Oui, ça ressemble à cette culture de la mendicité. Donc, vous voyez, quand les gens sont dans des situations vraiment extrêmes, leur seul recours, c'est de façon occasionnelle de demander quand même qu'on leur vienne en aide. Qu'on leur vienne en aide, qu'on leur donne un coup de main, le temps de voir ce que les jours prochains vont leur réserver. Donc, c'est la situation, et je pense que le chef de l'État avait déjà parlé de la solidarité nationale. Je pense qu'on doit continuer, on doit aller dans ce sens et s'entraider, comme on le dit, en tout cas s'entraider, se soutenir et faire en sorte que les gens ne tombent pas. Mais en même temps, dans le pays, nous avons quand même un ministère qui s'occupe exclusivement de ça. La solidarité, le ministère de l'Action sociale, je veux dire. Je ne sais pas comment est-ce que ça se matérialise, mais bon, enfin. Alors, Olivier, est-ce qu'on pourra aider quand même nos concitoyens à oublier ces moments difficiles, hein? C'est vrai que les fêtes arrivent, oui, mais c'est pas trop même, enfin. Des fois, c'est gênant que des gens vous apostrophent en ville et qui vous demandent des coups de main. Pas que vous ne voulez pas le faire, mais des fois, c'est quand même... On ne peut pas le faire pour tout le monde. Ah oui, bon, enfin, oui, ça c'est vrai aussi, mais c'est quand même gênant de voir des pères de famille qui expriment toute leur souffrance à joindre debout et à nourrir leur famille.
Non, la Et situation... ils ne vous demandent pas des millions, hein. Ils Non, disent pas 1000 du francs, tout, ils disent pas 2000 du francs. tout. La situation, elle est connue, elle est difficile. Même dans la maison de ceux que vous ne pouvez pas soupçonner de manquement. Voilà, il arrive de temps à autre où ces gens-là manquent de tout, je veux dire. De l'essentiel. Donc, de l'essentiel. Et c'est une situation que moi, j'arrive pas à comprendre, à m'expliquer plutôt. Même si il y a la misère et ça ce n'est pas nouveau, même si on peut dire que ce n'est pas propre au Togo, mais on sent quand même que la situation est un peu plus accrue, ou du moins elle est un peu plus sérieuse dans notre pays. Et les gens mangent jusqu'à ce qu'ils doivent manger le minimum vital, comme on le dit. Et ce n'est pas seulement une question de temps de fête, d'accord? Il y en a des gens qui ne demandent pas des choses pour fêter. Oui. Ce qu'ils demandent, c'est pour vivre. Vivre. Chaque jour, au jour le jour. Et c'est difficile. On n'est pas... Vous avez le sentiment que des gens croient à ça? Que les autorités croient que des gens... Non, en réalité, n'ont pas même la le minimum pour situation vivre. que nous décrivons, ce n'est pas dans l'ordre ou dans la sphère de la croyance. Oui, C'est le constat qu'il faut faire. c'est un constat, d'accord? Ceux qui ne croient pas doivent seulement descendre dans la rue C'est tout. pour voir, d'accord, pour toucher du doigt la réalité. La croyance, elle est plus poussée parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher du doigt. Ok, mais ici, c'est quelque chose qu'on peut toucher du doigt, c'est une réalité qui coule les rues. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème? Et ça, tout le monde le sait. Je suis désolé de le dire, mais vous savez, le chef de l'État a mis son mandat sur le signe du mandat social. Le social veut sous-entendre aider le grand public et soulager les plus démunis. C'est vrai hein, qu'il y a des efforts qui se font. D'autres me diront, l'État n'est pas là pour faire des efforts. L'État est là pour résoudre les problèmes des gens, d'accord? Et c'est une réalité. Bien sûr. D'accord? Donc, l'État devrait faire mieux pour que aucun Togolais n'ait à mendier tout en étant en veste et cravate. Oui. Bien sûr. Ah, l'image là, elle est forte. Hein? Absolument. Aucun Togolais devrait être là à mendier en étant en tenue de militaire ou en tenue de nos polices. Cette image-là aussi, on en voit. Absolument. On en voit des gens en treillis militaires qui vous approchent, qui sont vous sur leur moto ou qui poussent parfois leur moto et vous disent qu'ils n'ont pas de carburant. de 500 pour acheter du carburant. Donc, ce sont des réalités qu'on ne peut pas nier ni dénier, même si on peut les inscrire dans une situation globale et générale à plusieurs pays, mais quand même cherchons des solutions à nous, notre problème au Togo, et les problèmes de famine, de faim, de misère, et il faut quand même faire l'effort, parce que à côté de ces images, nous voyons des gens rouler en carrosse, nous voyons des gens, et il ne sait pas avoir tout, et même perdre des millions sans s'émouvoir. D'accord. Oui, non, ce sont des réalités qui sont relevées. On voit votre regard. Il y a un auditeur qui nous dit, alors je voulais dire aux auditeurs qui peuvent toujours interagir aussi à l'émission, hein, nous envoie des messages pour l'instant sur le 93, 94, 96, 64. Il y a un auditeur qui nous dit, ici, parlant de la capitale, la Lomé, ici c'est mieux. Aller à l'intérieur du pays, c'est encore pire. Et on comprend aisément que la situation, elle est générale finalement. Oui, mais je vais terminer en disant ceci, que le chef de l'État l'a dit dans plusieurs de ses interventions, que ce sont des situations qui font le lit des frustrations et qui conduisent à tout ce que nous connaissons comme mouvements sociaux et violences sociales. D'accord? Lui-même, il en est conscient, il le reconnaît. Bon, maintenant, la question que je me pose, c'est que est-ce que son entourage en est conscient? Est-ce que son entourage l'écoute? Parce que le chef de l'État ne descendra pas pour résoudre des problèmes dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos villages.
Mais ce sont ceux qui ont en charge l'implémentation, la mise en œuvre des projets pour aider les populations. Ce sont eux maintenant qui devraient normalement répondre à ces questions. Est-ce qu'ils écoutent le chef de l'État? Est-ce qu'ils partagent sa vision, sa politique et aussi ses préoccupations? De toutes les façons, le patron les a choisis parce qu'il sait qu'ils feront le travail. Ou bien c'est pas ça? Non, Eric, c'est ça. C'est lui qui nomme. Il nomme celui qui peut faire sa politique. Vous avez donc s'ils sont toujours là, oui, c'est ça veut parce dire que ça va. Et vous venez de parler d'aide. Personne ne demande de l'aide ni de l'aumône. Vous avez, vous êtes, disons, vous avez été proclamé président. C'est parce que vous avez mis la main sur la Bible ou sur le Coran que vous avez fait tel pour la nation. Oui, bien sûr. Pourquoi vous courez, c'est pourquoi vous vous accrochez. Donc faites-le, c'est le minimum. Personne ne demande de l'aumône. Il a parlé tout à l'heure que le chef de l'État a parlé de solidarité. Je me demande si nous avons la même compréhension de la solidarité. Parce que regardez, nous qui sommes dans le studio ici, nous quatre autour de ce studio, je ne sais pas si quelqu'un peut véritablement être solidaire envers lui aussi, ce n'est que pour lui dire ah ça va aller. Est-ce qu'on en a? Non. Est-ce qu'on non, en a? C'est vrai. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Olivier l'a dit tout à l'heure. Et personne ne doit avoir faim en étant en cravate. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Le confrère Jacques Diakouti rappelait hier ici à l'antenne qu'il suffit. Le baromètre, c'est CASEF, le centre commercial. Le centre vous voyez des gens, le centre administratif, qui descendent et qui viennent. C'est témémé, c'est-à-dire l'igname grillé avec un petit peu d'arachide et tout ça là. Bon, voilà. Celui qui travaille n'a plus à faire la manche. Celui qui travaille, parce qu'il doit être payé à sa juste valeur, et ça doit pouvoir couvrir ses besoins. Si aujourd'hui celui qui travaille doit aller faire encore, aller acheter à crédit, je vous ai dit ici la dernière fois que les gens achètent le cure-dent même à crédit. Oui, ici. Oui. On m'a dit que c'est vrai, parce que ici on m'a dit que c'est vrai. Quand vous allez, après j'ai vérifié, on m'a dit que oui, que c'est vrai. Je suis au sein de la population. Quand vous allez dans la zone administrative, vous allez voir une dame qui faisait à manger du riz ou de haricots. 2 jours après, vous venez, on dit elle n'est pas là. Et quand vous cherchez, quand vous demandez, les gens mangent crédit et ça ne va plus. Ça ne fait pas sourire, hein, ça. Oui. Et je vous ai dit ici que les gens quittent leur maison. Ils rentrent au service lundi. Et ils vont au service le lundi, ils ne quittent que vendredi pour la maison. Ils sortent le soir comme s'ils partaient à la maison dès que tout le monde chose. Donc ils sont 2, 3 à s'entasser dans un bureau parce qu'ils ne peuvent plus aller à la maison et revenir. Ça va leur faire cher. Donc, ce qu'on dit même haricots aujourd'hui, ça fait partie de la nourriture des riches aujourd'hui. Donc, les gens font tout. Si vous aussi vous trouvez un peu de, comment on appelle ça, un peu de maïs préparé à Bouddha, ou chose, ou du gari, et puis c'est fini, quoi. Vous finissez votre journée comme ça. Et c'est dans ces conditions que les gens arrivent encore à faire prêt, crédit, pour acheter terrain et construire une maison. Construire, c'est-à-dire se priver de tout, et en fin de compte, même 2 jours avant la retraite, il meurt. Ou il prend la retraite, il ne peut même pas jouir de ça, parce que d'autres maladies se sont installées parce qu'il s'est mal nourri et pendant chose. Voilà les conditions dans lesquelles nous vivons. Donc ceux qui appellent à la solidarité nous disent, qu'ils nous disent que solidarité et mandat social, c'est quoi la signification au juste? Parce qu'on a l'impression... Ah, vous vous perdez là-dedans. Oui, on se perd parce qu'on va à l'encontre de tous ces principes que nous avons, nous énumérons. Alors, c'est pourquoi nous disons qu'il y a Machiavel, l'esprit machiavélique derrière ce que les gens sont en train de faire. Alors il y a un lecteur qui nous dit la guerre en Ukraine n'a point affecté l'économie internationale. Par contre, ce sont les USA et l'Union européenne qui ont décidé de punir la Russie sans pour autant avoir la maîtrise des choses et les économies fragiles souffrent, dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, je me demande si nos dirigeants sont heureux de la situation de ce peuple. Le président Faure Gnassingbé est-il heureux de sa gouvernance? Le Togolais est un homme frustré et aigri.
La situation financière du peuple est très délicate. Souvenez-vous de cette série de suicides il y a peu. Le Togolais vit très mal. Qu'apporte l'État au Togolais? J'aimerais dire à Olivier en toute humilité qu'un mauvais chef s'entoure de mauvais notables. Arrêtons de dire que le chef est bon et que ce sont les collaborateurs qui sont méchants. On a voté pour les ministres. Se demande donc à cet auditeur. Il y a d'autres réactions également. Hein. Il y a un autre auditeur qui nous dit par exemple, j'ai l'impression que les politiciens togolais ont démissionné. Ils sont tous des businessmen et ne pensent qu'à eux-mêmes. Il faut une thérapie de choc pour ce pays, sinon rien ne changera. Le comble, c'est l'opposition togolaise. Leur comportement ne rassure aucun Togolais, dit donc cet auditeur. On imagine à peu près là où il va en venir. On va aborder le sujet là tout à l'heure. Un autre auditeur qui nous dit, si les collaborateurs ne respectent pas les instructions d'un chef, celui-ci doit les débarquer. Sinon, il est complice, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, oui, c'est ce qu'ils envoyaient, voilà. Ils ont peur avec la canalisation des... non, attendez. Non, je crois que je me trompe de message. Il dit, voilà, le message du jour. Ce gouvernement joue sur la pauvreté pour se maintenir. Même nos opposants vendent leur vision pour des postes. Après avoir crié pour les municipales, pour avoir les postes, aujourd'hui, ils vont augmenter le nombre de députés. Quand ils réclament les régionales, c'est pour avoir des postes. Le problème du Togo aussi, ce sont les gens qui arrivent en politique pour gagner d'argent. Un homme d'affaires ne vend pas sa vision pour gagner d'argent qu'il a, mais un opposant pauvre vend sa vision politique pour gagner l'argent qu'il n'a pas. C'est ce que dit donc cet auditeur-là. On voit clairement que la situation elle est quand même catastrophique quand on écoute des Togolais parler. Il y a un autre qui nous dit, vous ne dites que des vérités, Ça ne va pas du tout. Fort Gnassingbé devrait réfléchir sérieusement. Je ne reconnais plus ce pays. Alors, quand des citoyens arrivent à faire de telles conclusions, on peut comprendre qu'on a atteint un niveau là. Je ne veux pas donner le niveau, mais qu'on a atteint un niveau quand même. Non, mais le problème est que le constat est que ça ne va pas. Et tous nous sommes conscients. Je ne pense pas que les autorités togolaises... Et ce constat est incorruptible. On le voit. Même, bien sûr. On ne peut pas, comment on le dit là, chercher des termes beaucoup plus édulcorés pour, en tout cas, parler de ce que nous vivons actuellement. Non, on ne peut pas le faire. Il faut être sincère. Je pense que quand le malade dit clairement ce dont il souffre, je pense que ceux qui peuvent lui apporter des solutions seront aussi prêts à apporter des solutions. Vous savez, le matin, on reçoit les auditeurs et depuis quelques jours, ils ont le sentiment que personne ne les écoute, quoi. Et ils me posent la question, mais est-ce que vous êtes sûr que quand nous intervenons à la radio, quelqu'un nous écoute? Bon, c'est ce que je disais, on fait le constat et il y a les oreilles attentives aussi qui écoutent. Attentives? Oui, attentives, qui écoutent et qui savent qu'il faut agir. Attentive, ça voudra dire aussi que quand on écoute, on agit, hein. Mais bien sûr, nous n'allons pas dire que les gens n'agissent pas. La preuve, nous parlons de l'eau. Je pense qu'il y a des mécanismes qui sont pris actuellement pour pouvoir soulager la population en termes de desserte en eau potable. Donc, vous voyez un peu des initiatives. Mais seulement au Togo, et je le dis, je le répète, je pense que il faut qu'on dise cela clairement à nos autorités. C'est que les solutions que nous apportons aux problèmes sont des solutions minimalistes. On n'arrive pas à apporter des solutions grandeur nature comme sous d'autres cieux. Quand vous allez, on vous dit il y a un problème qui se pose en matière de transport ou de circulation. On érige un grand pont et ça soulage tout le monde. Ici, on vient, on colle quelques trous et c'est fini. Au bout de 2-3 jours, les mêmes problèmes reviennent. Donc, c'est-à-dire que la politique de colmatage. Mais sous d'autres cieux, ce n'est pas comme ça. Les gens agissent véritablement. Je voulais embrayer un peu par rapport à tout ce que nous avons eu comme mécanisme ici. On nous a parlé de l'autonomisation des femmes. Oui. Mais dites-moi clairement, combien de femmes ont eu leur autonomie financière, se sont émancipées avec les 20 000 et 30 000 qu'on leur a donnés dans le cadre du FNFC? Non, soyons sérieux. Combien de Togolais, de jeunes, se sont lancés dans l'entrepreneuriat et ont réussi avec les mécanismes, les sigles qu'on nous a alignés entre-temps dans le cadre du développement à la base. Soyons sérieux. Donc ça voudrait dire qu'il faut repenser ce que nous apportons comme solution face à des problèmes. Agir en patriote.
et non aller dans des sens de montage financier. Au finish, vous voyez que ceux pour qui les projets sont destinés ne tirent pas grand profit, mais c'est ceux qui ont fait le montage qui en tirent profit. Donc ça, je pense que si on agit comme ça, ça ne peut pas aller. Je voulais aussi revenir sur un aspect, j'évoquais ça avec vous, le mécénat. Ah oui, si. Quand on parle du mécénat, non, sincèrement, au Togo, nous en souffrons. Je ne sais pas si c'est notre culture qui fait qu'il n'y a pas de mécènes pour appuyer des gens un peu partout. Je ne sais pas si les gens ont peur d'aider leurs compatriotes. Les gens ont peur qu'on sache qu'ils ont été utiles dans la vie de certains de leurs compatriotes. Non, je ne sais pas. Mais quand vous voyez un peu la façon dont les choses évoluent dans le pays, non, ça donne l'air qu'il y a quand même une pesanteur. On ne veut pas libérer les énergies. Comment on peut expliquer que des gens, par exemple, dans le pays, qui ont un peu de moyens, quand on dit un peu de moyens, c'est pas qu'il faut forcément disposer des milliards avant d'aider les gens. Pourquoi les gens ont peur de soutenir même une ou deux personnes publiquement, surtout les talents? Et oui, c'est ce que je dis. Les gens ont peur. Et des initiatives claires. Les gens ont peur. Et parfois, quand vous sortez du pays, vous voyez des gens s'épanouir, les gens devenir vraiment de grandes stars, de grandes personnalités. Et quand vous vous approchez un peu, vous discutez avec ces gens-là, vous dites, oh, moi, dans ma vie, il y a tel Togolais qui a été utile dans ma vie, c'est grâce à tel Togolais que j'ai réussi. Allez en Côte d'Ivoire, vous serez étonnés. On va vous citer le nom des Togolais qui ont poussé les gens là-bas, mais vous serez surpris. On parle du Ghana aussi, du Mali. Au Ghana, au Mali, bien sûr. Quand vous allez là-bas, quand vous interrogez certaines personnes, on vous dit que non, c'est telle personne au Togo qui m'a fait ci, qui m'a fait ci. Mais je m'amusais la dernière fois à dire à certaines de nos sœurs togolaises que, mais apparemment, c'est comme vous n'avez pas du charme. Parce que quand vous voyez un peu les femmes maliennes, les femmes sénégalaises qui tiennent de grandes boutiques et tout ça là, allez un peu dans les indiscrétions, on vous dira que là-bas, ce sont des Togolais. C'est des Togolais qui ont financé tout ça là. Mais pourquoi on ne peut pas le faire? Mais regardez le travail même de la presse. Le travail Kaba. Est-ce que vous savez que... Bon, je me suis rendu compte récemment, vous savez que dans cette disposition, il semble que ça existe, ça fait un moment déjà, par rapport aux publicités. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait de la publicité, chez vous, par exemple, l'OTR va le taxer. Oui. Ça, vous le savez? Oui. Il y a l'enregistrement d'abord du contrat. Oui. Et puis, puisque la déclaration de... Et donc, du coup, ça va être compliqué pour nous d'avoir des gens qui fassent de la publicité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient chez nous à la radio, il fait des spots qu'on va diffuser sur 1 mois, 2 mois. Eh bien... Non, je dis, le malheur au Togo, c'est que notre OTR ne fait pas grandir les entreprises. Bon, on ne fera pas de débat sur l'OTR. Non, laissez que je vous dise. Oui, on ne fera pas... Voilà, moi, je fais juste une brèche par rapport à cette précision-là. Si vous êtes là, avec une petite déclaration et autres, on ne vous dérange pas. Mais le jour où vous faites une déclaration, regarde un gros chiffre là. 10 millions, 15 millions. Le lendemain, c'est fini. C'est-à-dire que vous êtes devenu attrayant. C'est-à-dire qu'on ne vous accompagne pas pour grandir, mais on attend que vous grandissez pour vous couper les pieds sur les choses. Donc, c'est comme ça, d'abord, ça évolue. Maintenant, quand vous voyez les publicités, pourquoi certains refusent de faire la publicité? Oui. Certains refusent de faire la publicité parce que le simple fait de voir la publicité ça, dans un journal, peut-être on va dire que ce journal-là n'est pas aligné, donc c'est pourquoi vous allez là-bas. Ou carrément, lorsqu'on vous voit faire la publicité, en même temps, on saute sur vous. Alors que c'est que peut-être vous avez des problèmes et que la stratégie a besoin de communiquer, n'est-ce pas, pour pouvoir, disons, booster les chiffres. Mais dès lors que vous passez une publicité, même si c'est sur la TVT, c'est fini. On dit, lui là, il est où depuis? Et surtout si c'est une entreprise, peut-être même une petite unité cachée dans un village, qui a voulu faire une publicité. À partir du moment où elle a fait la publicité, vous allez voir, la direction centrale va appeler le chef centre ou bien d'agence de la localité. Mais voilà, telle entreprise est là, vous ne nous dites jamais. C'est-à-dire que c'est comme si on vous accuse de prendre de l'argent et de ne pas faire votre travail. Alors que c'est maintenant que
la firme ou bien l'industrie veut voilà. Donc, c'est des problèmes, alors que on doit accompagner, encourager même des gens à communiquer. La question du mécénat est toujours sur le tapis. Bonjour Isidore Akolor. Bonjour Eric, toutes mes excuses. Merci de nous avoir rejoints, c'est ça l'essentiel. Le léger grand retard que j'ai acquis. 30 minutes, c'est pas grave quand même. Allez-y, Olivier, sur la question du mécénat. Oui, non, mais je crois que c'est ce qui fait vivre et qui fait décoller certains pays. Aujourd'hui, quand mon confrère a cité la Côte d'Ivoire, oui. C'est-à-dire dans d'autres pays, il y a le mécénat, mais il y a encore des investisseurs qui sont à l'écoute des jeunes, à l'écoute des bonnes idées. Je crois que en Californie, je crois aux États-Unis, les jeunes qui ont des idées d'application, des start-up, mais il y a des gens qui se promènent avec des sous en cherchant ces idées-là. Oui. D'accord? Mais ici, les gens n'ont pas développé ce réflexe-là. Je suis désolé, il y en a qui ont de l'argent, qui l'ont gagné proprement, oui. Il y en a qui ne l'ont pas gagné proprement, parce qu'il faut quand même faire la différence. Parfois, on pense que oui, parce que ils sont pas, ils sont au gouvernement, ils sont unis, ils sont ici, donc tout ce qu'ils ont provient de la rapine, mais ce n'est pas forcément ça. Oui. Bien sûr, il y en a, et peut-être qu'il y en a beaucoup, d'accord, mais il y a des exceptions. Donc, ces gens-là, on n'a pas soit développé la culture du mécénat ou des investissements au Togo. Les gens préfèrent aller théoriser, on l'a dit ça ici la dernière fois, dans des chambres capitolées, je crois, qu'on dit dans des chambres fortes avec des serrures à 500 000 euros. Les gens préfèrent spécialement creuser des tombes pour de l'argent, ou on enterre de l'argent. Je crois que c'est aussi une malédiction. Ouais. Low battery, please charge. Préfère encore aller laisser de l'argent dans un coin et oublier jusqu'à ce que la BCAO ne change les billets. Donc, entre autres, c'est pour seulement dire que les gens ont de l'argent, mais ils ne veulent pas faire profiter leurs frères. Et parfois, ce n'est même pas de façon gratuite. Parfois, c'est avec la promesse d'avoir un investissement dans l'affaire, d'avoir, donc des parts dans l'affaire et d'aider quand même les jeunes et les entreprises qui ont des idées à se développer. Ça, c'est un élément. Sur d'autres cieux, les médias se développent grâce aux capitaux des privés, des gens, donc, et des individus ou des sociétés, des groupes. D'accord? La dernière fois, on était avec l'ambassadeur d'Allemagne, ici à Lomé, qui nous demandait de lui dire quels sont les médias qui ont des capitaux étrangers, des investissements russes, des investissements chinois. Il me pose cette question. Il vous prend pour qui là? Non, bien sûr, c'est comme ça fonctionne ailleurs. D'accord, okay. Aujourd'hui, dans d'autres pays, Singapour, et je sais pas, et l'Indonésie, ils mettent dans les médias d'abord pour l'influence. Oui, bien sûr. D'accord, pour l'influence. Et Dieu sait c'est combien il y en a au Togo. Ah ben il y en a, moi je sais pas, puisque j'ai répondu à l'ambassade que je pense qu'il veut plutôt mettre l'accent sur la Russie, mais il a parlé de Russie. En réalité, et que, bon, on ne sait pas, mais ça ne veut pas dire que si moi, par exemple, dans ma position, si j'en trouve, j'en prendrai pas parce que j'ai besoin de moyens pour faire décoller mon entreprise de presse qui souffre par manque de moyens. On veut bien faire, on veut faire de grandes choses, mais il n'y a personne pour investir à la recherche d'influence ou, je ne sais pas, d'investissement. Il n'y en a pas. Et c'est dommage. On ne peut pas faire décoller, on ne peut pas faire développer un pays sur ces bases. On ne peut pas faire décoller un pays où il y a une caste de riches qui évoluent dans des tours d'ivoire. Et quand vous n'appartenez pas à cette caste, comment nous, toi et moi, on peut appartenir à cette caste? Si on ne nous ouvre pas les portes, on n'est pas né avec la cuillère dans la bouche. Bon, même si c'est une seule cuillère. Moi, j'aurais préféré que ce soit en argent ou en fer. Ça ne me gêne pas. Au moins une cuillère dans ma bouche. Ou en argile. Il n'y en a pas.
Donc, et ceux-là sont fermés à toute, je sais pas, à toute idée. Et si bien que, je ne sais pas comment on va faire développer notre pays. On parle d'éthique, on parle de développement Internet, on parle de hub logistique, on parle... Mais comment aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Quand il n'y a pas d'injection ou bien, oui, donc d'argent dans des idées innovantes. Et c'est compliqué à gérer, pour le développement en tout cas. Oui, Isidore, un mot sur ce sujet-là. Sur le mécénat, oui. Il y a des mécènes au Togo qui sont dans le financement occulte. Bon, voilà. Ça, c'est autre chose. Là, oui, non, il y a des mécènes au Togo. Mais pour que vous appartenez à leur ordre, on va vous financer. Ah, d'accord. Finalement. Ça, c'est le financement occulte. Les vrais mécènes se taisent. Si vous sortez, c'est ce que... On se cache. On vous casse tout de suite. Non. Ils se cachent ou ils se cachent. Non. Ou ils se taisent. Ils se taisent. Ok. Ils se taisent. Ok. Ça peut englober aussi le fait de se cacher. La crainte de se faire... Oui, la crainte de s'exprimer, de se faire voir. Il a bien illustré. Même dans nos contrées, il suffit que qu'en appelle-t-on, un atelier de couture ou fasse publicité, mais on va dire que tu dois te déclarer ces choses-là. Donc on tue le génie des Togolais. Et à cela, il y a beaucoup de gens qui veulent aider, mais ont peur de le faire. Et souvent, on est toujours dans le blanchiment de l'argent sale. C'est ça le gros du problème. La plupart des richissimes ou ceux qui se disent riches au Togo n'ont pas acquis leur patrimoine honnêtement. Ça, il faut avoir le courage de le dire. C'est très important. C'est pourquoi beaucoup qui font ça sont dans le financement occulte. Maintenant, vous parlez tantôt, avant que je n'arrive sur les fêtes de fin d'année, que les Togolais, malgré leur souffrance, leur pitance, vont se retrouver dans les bars pour boire. Mais c'est ça seul qui nous est resté. Les Togolais noient leurs soucis dans les bouteilles. C'est aussi un baromètre, hein, Isidore. C'est-à-dire que le peuple qui se plaint, qui dit qu'il n'a rien, des gens qui se plaignent à longueur de journée, et ça on le voit, on l'a dit, on le touche aussi au quotidien, mais qui, quand il y a des petites brèches, vous voyez des gens qui se comportent comme s'ils ont le Graal. Et ça, quand on est autorité, on se dit, ben ça va. Non, c'est des gens qui n'ont autre choix que de noyer leurs soucis dans les verres et dans les bouteilles. Et c'est très grave. Il ne peut pas réussir à noyer les soucis. Mais il faut les régler. Non, on n'arrive pas à les régler sans dire les régler, mais tu te saoules la gueule et tu reviens. Et le lendemain, tu retrouves quand même. Et le nom du problème, est-ce qu'on a créé des centres récréatifs? C'est la plage. La plage? Ah bon? Aller sous d'autres cieux. Même autant de, comment dire, des années d'indépendance, chaque quartier a son jardin. Ils sont passés où? Je ne sais pas. C'est pourquoi on parle de Fréau Jardin. Et l'autre jardin que je vais vous aussi indiquer, quand vous allez au niveau de l'hôpital, il y a... Ah oui, tu sais. Oui, dans l'angle là. Dans l'angle là. C'est un jardin de récréation. Oui, mais là, je pense qu'ils ont... C'est devenu un petit marché. Oui, si. Donc voilà. Nos actuels dirigeants n'ont aucune vision du développement spirituel. D'accord. Il y a un auteur qui nous dit, ce qui fait que tout est difficile au Togo, c'est parce qu'il n'y a pas une classe moyenne, ça on l'a toujours dit. Hein. C'est cette classe qui doit... Ça se crée. Je suis d'accord avec vous. C'est cette classe qui doit tirer vers le haut le bas peuple. Au Togo, les riches, nos autorités, et les plus pauvres, c'est le bas peuple. Alors, dans ce cas, comment pensez-vous qu'on pourrait se développer? Comme le dit Isidore, conclut l'auditeur, si tu n'es pas avec eux, tu n'as pas de marché. Et l'argent ne circule qu'entre eux. Et de plus, ils sont pingres.
Tout à l'heure, on a parlé du mécénat. Messieurs, merci beaucoup. On va aborder un autre sujet. Mais dis aussi que sur le marché, comme on est à un moment de fête, il y a beaucoup de produits sur le marché qui ne sont pas de bons produits. Oui. Et là, on a parlé de tomates en boîte de conserve qui sont importées. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de produits. Alors, attendez, là, on a quand même des autorités. Comment ça, ils arrivent à faire entrer ça sur le territoire et que personne ne doute À faire entrer ou produire. À produire sur le territoire, Sur le voilà. territoire. Je pense que c'est ce qu'il fallait dire. Parce qu'il y en a. Il y en a qu'on produit ici, il y en a Ouais. qui viennent aussi d'ailleurs. Il y en a qu'on produit ici. Parce que quand vous prenez les liqueurs frélatées, Ah tout ça oui. là, mais c'est sur place, dans des unités, dans des maisons, un peu partout, que les gens s'adonnent vraiment à cet exercice de fabrication de ces liqueurs frélatées. Et sans oublier aussi que les gens ont aussi une certaine ingéniosité en matière de changement de date de péremption. Vous savez, quand les choses sont déjà avariées, on les reconditionne. Il y en a, On les recycle. bon, vous réconditionnez, les c'est recycler, recyclé. voilà. Et Reconditionner, c'est comme si on le reprend. Mais oui, quand je dis reconditionner, ça voudrait dire que c'est On peut déjà changer d'emballage, sur, hein. sur l'emballage. Voilà. Voilà, vous comprenez, on remet une nouvelle date, on redonne vie. Voilà. Et à une cette dame avait marchandise. été arrêtée. Oui, avec un entre-temps, magasin à l'époque. on sait comment l'affaire là s'est terminée. Donc vous comprenez. On sait comment l'affaire là s'est terminée. Donc voilà, donc il y a de ces situations là, je pense qu'on doit voir ça. Et quand vous arrivez un peu vers le marché, quand on vous dit liquidation, banjo, ça veut dire beaucoup de choses. Mais comme les gens sont vraiment à terre, quand vous trouvez un exemple banal, 200 francs et que vous voyez un paquet de spaghettis, mais votre réflexe, c'est comment faire pour remplir le ventre. Oui. Bon, maintenant, la date de prévention, les quoi, tout ce qu'il y a. On s'en fout. On s'en fout, on veut Jusqu'au remplir jour le où ventre on tombe du- malade. Voilà, jusqu'au jour où on tombe malade. C'est pourquoi j'adhère à la réflexion de mon confrère Olivier Adja qui disait que on ne doit pas manquer de la nourriture. C'est-à-dire qu'un être humain ne doit pas manquer de la nourriture. Quand l'être humain va jusqu'à manquer de ce qu'il veut, ce qu'il va manger, c'est que la situation atteint un niveau. On a touché le fond. Et Dieu merci, au Togo, il y a Dieu qui est omniprésent. Ça fait que... non, oui. Dieu est togolais. Non, Dieu est omniprésent. Dans les églises, vous voyez les femmes toujours remplies. dans les temples, un peu partout, le monde ne fait que prier. C'est ce qui fait qu'il y a moins de suicides. Sinon, la situation actuelle, là, vous allez voir les gens qui allaient se prendre en désordre. Il y a moins de suicides parce que nous avons peur de Dieu. Nous craignons Dieu. Et nous disons que demain sera bon. Mais aujourd'hui, on peut boire du sorabi pour noyer les soucis d'aujourd'hui parce qu'on a l'espoir que demain, ça sera bien. Vous comprenez? Bon, jusqu'au jour où peut-être le demain là peut être le jour où on doit lire l'oraison funèbre des gens. Aujourd'hui, puisque je ne veux pas qu'on traîne sur ce sujet-là, mais comment est-ce qu'il faut régler ces produits qui ne sont pas bons pour la consommation, mais qui sont quand même là dans le pays et qu'on côtoie, qu'on mange, et des fois en conscience? Vous savez, on a créé une structure au Togo marquage automatisé. Oui, qui trace tout ça là. Ouais. Ben, qu'est-ce que ça contrôle, cette structure? Ça aussi, c'est un problème. Je pense que c'est la liqueur. Hein. Mais vous prenez Alombo. Alombo même est marqué. Oui, à partir du moment où c'est marqué, ça veut dire qu'on nous dit que c'est un bon produit. Oui, qu'il faut consommer. Qu'il faut consommer. Mais tout le monde sait que tout ça là, c'est pas bon. Mais justement, le marquage se fait comment? La personne importe, il n'y a pas de contrôle de qualité. Normalement, le contrôle de qualité devait être depuis l'usine. Ce n'est pas aux frontières. Donc, c'est-à-dire que les gens ont besoin de l'argent, ils ont créé un truc, une concession. Dès que ça arrive, et puis on met une étiquette là-dessus, on dit que bon, voilà, c'est chose. D'abord, c'est ça. Maintenant, quand vous voyez tous les liqueurs, tout ça là dans les boutiques aujourd'hui, c'est grave. Maintenant, allez voir à Gbengue, c'est-à-dire que le sodabi qui est fabriqué avec, je sais pas, des clous et autres aussi, c'est un problème. Donc, vous allez voir, même la dernière fois, j'ai vu circuler sur la toile, même on dit la conservation des poissons dans les frigos. Oui. Ce n'est plus aussi évident. Ce n'est plus évident. Mais quand vous voyez... Le soir, la poissonnerie déconnecte des branches. Oui. Après, le lendemain, on vient en branche. Mais Et donc, entre-temps, le courant est cher. C'est le courant est cher. la chaîne de froid est... Oui, la chaîne de froid est cassée. Donc, on mange empoisonné. On nous empoisonne tous les jours. Donc, c'est ça. Mais qui est responsable de ça?
Mais qui est responsable, c'est l'État. Quand on augmente les taxes et les impôts, surtout systématiquement. Non, comment c'est l'État? Mais écoutez. Pourquoi vous voulez que ce soit l'État? Et nous-mêmes? Il n'y a pas. Vous avez parlé des produits qui sont. Bon, Isidore, on est aussi responsable. Non. Mais c'est nous, on dit que beaucoup n'ont pas beaucoup. Allez-y, finissez. Mais vous me dites, on est d'accord que les produits qui arrivent, il n'y a pas de tests qui sont faits. Si ce n'est pas la dernière fois l'ATC qui a fait faire un travail et produit qui a trop de plomb. ATC et loi d'elle. Et voilà, dans la tomate en boîte que nous mangeons. Mais la teneur en plomb est excessive. Oui, mais c'est validé par la douane, c'est rentré. Alors que pour tout ce qui doit rentrer dans le pays, il y a un service spécialisé qui doit faire d'abord les prélèvements avant que ça ne rentre. Vous allez voir mais que derrière chaque commande, il y a des hommes forts, il y a des femmes fortes. Donc lorsque vous dites même que le riz est impropre à la consommation, ils vont insister. Il y a eu un scandale de riz au Togo, vous vous rappelez? On va faire rentrer. On va faire rentrer. Donc c'est comme ça que ça tout ce qui est importé, tout ce qui rentre, que ce soit les produits, les herbicides, tout ça là, il y a toujours un gros bonnet, voilà, qui est derrière et qui assure que la marchandise arrive pour que les concitoyens mangent. On parle de la misère. Aujourd'hui, cette misère-là, ça se retrouve dans les villages, dans nos champs. Je dis qu'aujourd'hui, si vous avez même un champ d'igname, vous êtes obligé de faire la pré-récolte. C'est-à-dire que pour que les voleurs ne passent pas. Non, la dernière fois, j'ai fait des choses. Regardez, je suis même parti jusqu'à Guérépuka pour m'informer. On me dit, là-bas aussi, on vole maintenant dans les champs. Alors que dans le temps, mais il y a des contrées où on ne vole pas dans les champs. Il ne peut pas avoir de famine au village. Enfin, voilà. En tout cas, pas tant qu'il pleut. Oui. Mais donc aujourd'hui, vous avez un champ de maïs et les gens passent déjà dedans, ils font leur récolte pour aller vendre et bliffant et trouver sur leur pitance où ils attendent quand c'est sec, ils viennent d'abord prendre leur part. On est en train de tout voler dans les champs. Même jusqu'au on vole même les graines de café sur les arbres. Oui. D'accord, oui. Isidore et Olivier, on passe à notre sujet. Les produits frelatés qu'on importe, et on a parlé de riz Begedou, tout de suite. Il y avait eu Tilapia Gate. Oui. Puisque, voilà, les importations qui sont des produits malsains pour notre santé. Mais à l'intérieur, il y a des productions. Ça, c'est ceux dont on connaît ça. Oui. Même on m'a dit qu'il y a beaucoup dont on n'a aucune idée, oui. Moi, je me souviens, je vais vous raconter une anecdote. Dans les années 70, 80, 90, il y avait une structure qui vend les liqueurs en face de la station routière au niveau de la... Orlando? Oui, Orlando. Moufaili. Ah, ok. Moufaili, oui, bien sûr. Et il y a des mal traqués. On se demandait pourquoi à chaque fois ils vont en prison. Aujourd'hui, c'est Moufaili qui produit les meilleurs liqueurs. Qui a validé que c'est meilleur? Les meilleures cuves. Même jusqu'à l'aéroport. Sur mon regard. Vous avez des doutes? Des doutes. Sur la qualité? Sur la qualité. Bon, peut-être qu'en temps, ils se sont convertis. Aujourd'hui, on traque dans les maisons, sont passés par là. Ah, c'est là ils ont appris la musique. Ils ont appris le process. Bon. C'est pourquoi vous allez voir des dames qui achètent les bouteilles. Oui, si, ils ont des combinaisons. Hein. Mais écoutez, je sais de quoi je parle. Ouais. Donc, c'est une démission de l'État. C'est l'État qui doit veiller sur le contrôle des produits.
que nous consommons. D'accord. Oui, l'État doit veiller. Attendez, je vous donne la parole. Tenté de dire que 80... Oui, mais c'est-à-dire que là, on met, c'est vrai, c'est ceux qui gouvernent le pays, ceux qui sont les autorités, c'est elles qui sont les responsables. Mais et nous, les citoyens, sérieux, est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité dans tout ça? Regardez, depuis 2-3 jours, on a parlé de l'ATC de Loadel qui a fait un travail en demandant à l'ITRA de contrôler les produits qu'ils ont mis à leur disposition. Ils ont dit que la teneur en plomb dans ces tomates en boîte de conserve importées est excessive. Vous êtes sûr que depuis 2-3 jours, personne n'a plus acheté ces produits-là qui sont sur le marché? Non, les gens vont acheter. Non, mais la question... Ils n'ont pas le choix. Non, j'aimerais d'abord relever ceci. Je crois et j'ose m'engager dans cette voie. Au moins 90% de ce que nous avons sur nos marchés est impropre à la consommation. 90%? Je dis que j'ose m'engager dans cette voie. Ah, tu te pourris là? Sur le marché? Bon, je me demande combien sont ces autorités qui achètent à manger sur notre marché. Non, on m'a dit hier que, bon, écoutez... Même ils importent l'eau de l'extérieur. Non, on m'a dit que, elles aussi sont au marché. Hein. Non, écoutez. Moi, je ne fais que poser des questions. Non. En réalité, mon exercice, c'est de trouver des réponses, en fait. C'est ça. Je sais que ce n'est pas... Combien sont-ils, nos autorités, à s'approvisionner sur le marché, dans les supermarchés ici? Et pourtant, c'est eux qui disent qu'ils font la promotion du consommé local. Bon, je n'ai pas répondu à la question. Donc, c'est la cosmétique. Ça, c'est un premier élément. Mais je suis persuadé que 90% de ce que nous mangeons n'est pas adapté à la consommation. Et malheureusement, vous avez posé une question, c'est quelle est notre part de responsabilité en tant que consommateur? Mais est-ce que nous avons le choix? Vous savez, celui qui peut faire le choix entre les nourritures, c'est celui qui a les moyens. C'est ce qu'il faut manger aujourd'hui. Je préfère manger du caviar que de dokounou. Je parle de dokounou pour ne pas dire... Sûr. C'est celui qui a les moyens. Le pauvre ne peut pas faire des choix dans son manger. Excusez-moi, mais le pauvre ne peut pas faire un choix dans ce qu'il mange. Je vais ajouter de l'eau à ta... Oui, attendez, je vais... Nous on dit du pugno à ton cou. Oui, vous l'avez déjà dit. Ce que tu manges là est propre, mais tu préfères manger de toutes les façons. Mourir que de mourir de faim. C'est le suicide, ça. Non. On appelle ça suicide. Oui, donc ça serait un suicide collectif alors au Togo. Vous et moi, ce que nous consommons, nous ne contrôlons pas ni le contenu, ni les conditions de fabrication. Ni la qualité, d'accord? Mais nous avons conscience que ça ne va pas. Non, nous avons conscience que ça ne va pas. Bon, si tu fais le choix, meurs de faim. Non, c'est une réalité. Aujourd'hui en Occident, il y a des gens qui exigent jusqu'à ce que aller voir comment on produit dans le champ ce qui arrive dans leur assiette. Et même sur les emballages, tout est expliqué. Et si vous voulez, vous pouvez vous déplacer pour voir les conditions de fabrication. Pour contrôler tout ça. Pour contrôler à la base. Et aussi, il y a des laboratoires privés et même des individus ont l'expertise nécessaire pour faire des contre-expertises, pour voir qu'est-ce qu'on a mis réellement. Et parfois, on découvre des surprises. Même jusqu'en France, même jusqu'aux États-Unis, on découvre des surprises dans ce qu'on mange. Bon, imaginez pour l'Africain, c'est-à-dire ce qu'il nous envoie et ce que nous-mêmes nous produisons ici. Rien comme normes. Les normes, on ne les applique pas. Dans nos pays, les normes, on ne les connaît pas. Ok? On ne les applique pas. Et le contrôle, d'abord à la frontière, l'agent des douanes, il prend pour lui et il laisse passer d'abord. Si bien que si c'est bon ou c'est pas bon, lui il a déjà pris pour lui, mais il oublie que c'est l'argent là, c'est avec ce qu'on a mis, il a laissé passer. Attendez, il va venir acheter au final. Excusez-moi, mais nous avons quand même, je pense que hier on l'a dit à la radio avec Jean-Paul Amenga, on a quand même une arme assez puissante quand même, hein, le boycott. Non, tu reviens encore à ce qu'il a posé comme ce que j'ai dit. Ce qui n'est pas bon, tu boycottes
Et tu vas manger quoi? Pour aller prendre quoi? Est-ce que tu as le À la choix? place. Donc vous acceptez Non, mourir. ce n'est Non, pas cela. pas cela, Bon, pas cela. je caricature ainsi, j'ai 1000 francs pour toute la semaine, par exemple. Bon, c'est trop Il y minimaliste. en a quand même. qui n'ont pas 1000 francs par semaine. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, bien sûr. C'est sérieux. Bon, donc je me mets à la place de celui-là. J'ai 1000 francs et que je dois acheter à manger. Vous me dites qu'il y a une boîte de tomates à 100 francs et l'autre à, je sais pas, à 500. Bon, le choix est fait. Celui de 100 francs, c'est le mauvais. Mais c'est-à-dire, non, nous parlons d'abord de pouvoir d'achat et de réalité. De survie. D'accord. Donc, mais sur le marché, je vais terminer sur ça. C'est que, Exactement, puisqu'il va être... en réalité, tout ce que nous avons sur le marché est mauvais. Entre guillemets, j'ai dit 90%, je m'engage là-dessus. Et je les engage aussi à me prouver le contraire. Oui. D'accord. Donc, finalement, comme vous l'avez dit, c'est un suicide collectif. Mais il y a des gens qui sont commis pour nous vérifier tout ça et nous protéger. Donc c'est ces gens-là, vous m'excusez encore le mot, c'est ces gens-là qui sont des criminels. Ceux qui doivent contrôler, Ceux qui donc doivent nous faire protéger. ce travail pour nous protéger, ce sont des criminels. Et normalement, on peut porter plainte contre eux. Ah ouais? Bon, contre X, moi je connais X. X, c'est celui qui est là pour faire son travail, qui ne fait pas. Ils s'en vont prendre des enveloppes pour laisser rentrer les choses. Bon, ça, on n'a pas la preuve. Et il y Donc, a du coup, aussi- non, il y a- c'est un peu compliqué à dire. Oui, sur ce coup-là. Non, Oui, c'est non, plus compliqué. non, je suis très non, sérieux. nous savons, parce qu'aujourd'hui, quand les choses arrivent à la douane, non, attendez, quand les choses arrivent à la douane, qui contrôle? Le ministère du Commerce d'abord, avec les services. Tout à fait. Et puis, mais le vrai contrôle, c'est pas le ministère de la Santé. En principe. Puisque Mais est-ce que le dispositif ce qu'on- là est mis en place? Bon, pour ce qu'on doit mettre dans le ventre. Phytosanitaire. Oui, exactement. Qui relève de qui? Du ministère de la Santé. Mais, Attendez, oui, allez-y. oui, mais on va vous dire qu'il n'y a pas d'effectif. Si on ne vous dit pas effectif, on va vous ajouter qu'ils n'ont pas les moyens Tout à fait. pour faire le travail. Tout à fait. Mais derrière tout ça, c'est que les gens prennent juste les enveloppes pour valider les choses et que ça passe. Et aussi, il faut aussi interroger un peu aussi, disons, l'entêtement quelquefois de nos épouses. Vous pouvez beau dire que je ne veux pas de cul. Oh non. Vous pouvez beau dire que je ne veux pas De bouillon. tomates, Oui. de bouillon, De bouillon. je ne veux pas de tomates, En boîte de conserve. boîte de conserve. Moi, par exemple, ici, la Nivaquine, moi, je suce la Nivaquine jusqu'à fond. D'accord? Je n'avale pas la Nivaquine. Donc, moi, je n'ai plus besoin de manger quelque chose qui soit sucré ou chose. Mais les gens vont jusqu'à les boulots. Et comme vous le dites, il suffit qu'on fasse publicité que telle boîte de tomates, et choses. Rapidement. Toutes les femmes sont Ça là, prend, oui, bien sûr. sont là-dessus. C'est le plan, ça. Et donc, Oui. ça aussi, il va falloir. Peut-être parce que les médias n'expliquent pas suffisamment que ça là c'est mauvais, parce qu'il y a ça dedans. C'est aussi, excusez-moi peut-être pour avancer rapidement, c'est aussi le boulot de ces nombreuses associations des consommateurs qui sont censés nous protéger. Je pense que vous en avez une association comme ça, non? Non, moi, non. Vous n'avez pas créé une association comme ça de consommateurs? Non. Ah, ok, très bien. Donc, voilà. Donc, Oui, enfin, officiellement, il y en a plusieurs quand même qui travaillent donc, dans l'ombre aussi. En dehors de la complicité de ces gens qui Parce qu'il y a un auteur qui me dit par exemple, je vous coupe pas, qui dit, est-ce que depuis que l'ATC a sorti l'info concernant cette tomate, avez-vous entendu l'État se prononcer pour faire un rappel ou une interdiction de vente de ces produits? Mais quand il s'est agi d'un Togolais qui a dit qu'il y a un produit pour guérir le diabète, très vite, on a essayé de l'intimider. c'est ça. Donc, vous voyez, en dehors des commerçants véreux, des agents de contrôle véreux, il y a aussi la complicité, comme je dis, de nos épouses, d'accord, Oui. qui doivent rompre avec aussi ces pratiques. Aujourd'hui, nous avons... Non, c'est pas évident. Non, attendez. Elles ont appris à préparer. Oui, mais, Oui, mais à partir du moment où... Mais quand tu fais une sauce,
et qui n'est pas bonne, succulente ou délicieuse, tu ne vas pas manger. Je vous dis, moi je prends c'est le boycott. C'est le boycott. Non. Mais il n'y a rien à manger. C'est le boycott. C'est ce que tu peux prendre. C'est ce que tu veux prendre. Bon, Eric, il y a un fait. Je pense que. On va finir là-dessus, s'il vous plaît. Oui, Francisco Napo disait qu'on a des opérateurs véreux. Et je pense que ça aussi, c'est ça qui contribue à ce que on nous déverse sur le marché des produits de mauvaise qualité, généralement. Parce que quand vous approchez ces opérateurs, généralement, tout ce qu'ils envoient, ils ne le consomment pas. Tout ce qu'ils vendent, ils ne le consomment pas. Ah bon? Ils consomment une autre marque. Ah oui. C'est une autre marque. Pourquoi ils font ça? Non. Bon, ça c'est pour la populace, c'est pas ce qu'ils doivent manger. Ils ont conscience que leurs produits, c'est pas ça qu'il faut manger, avoir une bonne santé. Donc, ils font du commerce et ça s'arrête là. No pity in business, vous comprenez? Donc, ils font leur commerce. Non, c'est pas criminel, c'est ça. Il a parlé de véreux, donc véreux, vous mettez tout dedans. Vous comprenez? Et maintenant, quand on envoie les produits, il y a la ruse que les importateurs là utilisent. C'est-à-dire, depuis la source, on vous présente un certificat sanitaire propre. Mais à la frontière, le douanier, lui, il a quel matériel pour savoir que ça là, c'est pas bien, c'est ceci, ce marquage-là n'est pas conforme à telle chose, ou bien comment il peut aussi, par un système de géolocalisation, pouvoir savoir tracer un peu l'itinéraire des produits et tout ça là. Il y a ce problème qui se pose. Les échantillons, de par le passé, quand vous arrivez au cordon douanier, on déposait les échantillons des produits. Mais ça finit à la maison des douaniers. Oui, mais c'est ceux des phytosanitaires. Ah non! Non, c'est ça. Mais ils vont amener dans quel laboratoire? Pour aller analyser quoi? Ça finit dans leur maison. C'est les enfants qui sortent des yaourts, des biscuits, des spaghettis comme ça et tout le monde est content et ça s'arrête là. Il n'y a aucun contrôle. Or, c'est destiné à faire un test là-dessus. Non, je voulais chuter. Les gars, je voulais produits congelés. On vient prendre produits congelés qu'on veut aller analyser. Ils n'analysent pas. Ça va à la maison. C'est dans les casseroles. Non, si vous allez au dépotage d'un conteneur frigorifique, mais vous allez voir, tout le monde veut partir, l'agent phytosanitaire, le douanier qui est là, mais tout le monde, UMCC, tout le monde veut partir avec quelque chose. Et on dit qu'on veut aller analyser. On n'analyse pas, ça va je voulais interpeller juste nos une minute, autorités rapidement, et qui crient sur tous les toits qu'elles font la promotion du consommé local. Mais quand il va chez ces autorités, même l'eau que nous buvons là, nous avons ici Voltic, puisque c'est notre partenaire. Elle les importe de l'extérieur. Elle ne boit pas la même eau que nous. Parce que pour nous, pour beaucoup, il y a du plomb dedans. Hein. On va pas se le cacher, mais au moins, nous, c'est le luxe. Hein. Oui. Pour nous, c'est le luxe. Il y a des gens qui boivent l'eau de puits. Parce que là, on est en train de parler de tomates qui a une forte teneur en plomb. Et le jour où on va décider d'analyser les eaux que nous consommons ici... Je vais vous faire une révélation. Voltic là, allez à Davier. Oui. Quand vous entrez à leur usine. Allez-y. Oui, c'est Davier. Oui. Vous allez à leur usine. Je pense qu'ils ont changé d'endroit, non? Ils sont toujours là-bas. C'est Davier. Davier. Ok. Quand vous allez à leur usine, vous tournez à gauche, ils ont mis une bonne fontaine pour la population. Ça, et ils ont... oui. C'est bien. Non, le drame, l'usine a écrit l'eau impropre à la consommation. Sur ça? Sur ça, allez-y. Ah bon? Je vous invite à y aller. Impropre à la consommation. Et ils ont fait quand même le forage? C'est parce comment? Je vous parle de l'usine de Davier. Et ça, je l'ai publié il y a plus de 5 ans déjà. Ah, il y a 5 ans. Bon, sûrement que ça va être amélioré. L'eau qu'on donne à la population, ils ont écrit le fronton impropre à la consommation. Allez-y chercher. D'accord, très bien. Il y a un auditeur qui nous dit l'État a démissionné, donc cherchons à prendre notre santé en main, évitons les produits congelés, tout ce qui est dans les boîtes de conserve aussi. Mangeons local, ne comptons plus sur nos docteurs. J'en connais beaucoup qui souffrent des maux dont ils sont des spécialistes. Dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit ceci. Je pense qu'il faut une rééducation parce que allez chez les jardiniers, vous verrez
ils ne mangent pas là où on met les engrais. Et le mauvais produit, ils font que eux-mêmes, ce qu'ils mangent à part sans engrais. Vous comprenez à peu près. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc, cet auditeur, il y a un autre qui nous dit, attendez, il dit, j'avais géré un supermarché dans une zone proche des frontières. Très souvent, de jeunes douaniers viennent très tôt le matin pour faire des dépôts sur leur compte Timoni ou Flouze. Ceci dans l'empressement afin de retourner au boulot. Certains font allusion, ce que l'on tient, c'est ce que l'on attache. Et que Oléa, Le chef, il attache. Comment? Le chef, il attache. C'est jamais chez quelqu'un qui dit ça. Ah, ok, d'accord, très bien. Bon, je vais qu'on parle politique un moment, s'il vous plaît. Il est 12h10 sur la radio. Sinon, il y a des gens, comme l'eau même est importée. Et les gens font les empreintes dans les magasins en Europe tous les week-ends. Et d'autres même, il est ici, il dit qu'il a mal à la tête, qui va chez son médecin à Paris. Peut-être qu'il arrive, le mot de tête même a disparu, c'est boîte de nuit, va aller ou bien aller faire magasin et revenir. Il y en a. Donc sinon, il y en a qui vivent vraiment dans l'opulence que vous n'allez pas comprendre. Monsieur, merci beaucoup. Merci à Isidore, Acha, Olivier et Francisco. Parlons politique avec cette proposition du CPC rapidement reprise par le gouvernement en Conseil des ministres. C'était lundi dernier, même si le chef du gouvernement et le gouvernement est appelé à continuer la réflexion, à discuter avec les partenaires sur le sujet. Il se peut qu'après les élections législatives prochaines, que nous ayons 117 députés ou même 121, c'est ce que le confrère de Libéral a écrit ce matin. Vous avez été l'un des premiers journalistes à évoquer le sujet, hein. On en a parlé vendredi dernier à l'antenne. Olivier, mais est-ce qu'ils sont sérieux? On a quitté 81, on est arrivé à 91. Là, on veut aller à 117 au moment où on dit qu'il y a de la misère dans le pays. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bon, je crois que les politiques sont réunis au sein du CPC. Enfin, certains, oui. Oui, certains. Et c'est un cadre de discussion pour aller à ces élections, les prochaines, je veux dire. Oui. Et décrisper la situation sociopolitique et trouver un terrain d'entente pour des élections, entre guillemets, apaisées et acceptées de tous. D'accord, donc c'est ce qu'on a dit la dernière fois et le cas a dit pour permettre à ce que les choses aillent pour le mieux, il faut prendre pour base les communes comme des circonscriptions électorales. Donc c'était une proposition, pas seulement du CAR, mais d'autres partis politiques aussi. Et on se demandait est-ce que l'État ou le gouvernement allait donc l'entériner. Et bon, les choses sont allées très vite. Et finalement, lors du Conseil des ministres tenu hier, le lundi, et voilà, donc le gouvernement a accepté et même va faire une proposition de loi pour que ça puisse prendre à l'Assemblée. Donc, et est-ce qu'ils sont sérieux? Bon, je ne saurais le dire. De toutes les façons, certainement qu'ils ont fait des analyses, ils ont pris tout en considération pour faire cette proposition-là. Même s'il y a des voix discordantes qui sont levées, comme la voix de l'ADI d'abord, qui a estimé que ce n'est pas une proposition qui peut donc arranger le pays. D'accord? Et la DMP aussi. Et bon, c'est à la fois une bonne proposition dans le sens où ça permet peut-être de décrypter, comme on le dit, la situation et de permettre donc des élections apaisées ou acceptées de tous. Et au même moment, il y a quand même la question de la représentativité, d'accord, puisque le découpage prend en compte aussi bien et comment il a les conditions géographiques, qu'est-ce que les critères géographiques et démographiques. Et donc, bon, si partant sur cette base, quelle sera la valeur d'un député togolais? Puisqu'on parle de 117, mais je vous informe aussi qu'on parle entre 117 et 121. Oui. Quelle sera la valeur, le poids d'un député togolais si on fait le ratio entre
le nombre d'électeurs et le nombre de députés. Peut-être on trouvera un député, peut-être va valoir à peu près, je ne sais pas, 50 000 électeurs ou moins. Quand vous prenez, comme l'a dit là, si bien démontré, dans d'autres pays, le ratio c'est un député pour 200 000 électeurs ou 150 000 électeurs. Au Togo, on va descendre jusqu'à 50 000 électeurs. Et peut-être un jour, on va arriver à 20 000 ou 10 000, ou peut-être pour un quartier, 500. ou un quartier ou une famille. Pourquoi pas? Mais je crois que ça pose problème. Même si on veut arranger, quand même, il faut qu'on soit un peu scientifique pour qu'on ne dilue pas trop l'importance des députés. Bon, c'est ce que moi je peux... Oui, allez, prenez la parole. Et je prends la balle au bon. C'est ça, les critères. Avant tout, pour la représentativité au Parlement, c'est les critères démographiques qu'on prend. Et les critères géographiques, c'est pour les sénateurs. Et moi, tout le monde connaît ça. Hein. Il suffit de prendre la population. Si on estime à 8 millions par rapport au dernier recensement, et on divise par 91, un député... Et les votants, c'est-à-dire ceux qui votent... Oui, les électeurs, ils sont 4 millions. Non, pas les électeurs. Ah, ok. Non, c'est la population. C'est la population démographique. Et vous disiez par 91, un député doit valoir au moins 87 912 électeurs. Derrière lui. Et si on ramenait ça au nombre des inscrits, des votants, c'est le corps électoral, là ça va encore diminuer. Beaucoup. Donc c'est ça, la clé de répartition. Si nous n'arrivons pas à faire cette pondération, on aura des députés de seconde zone. Et on en a plusieurs, hein. Oui. Non, continue. Bon, non, c'est-à-dire que un député... Il suffit d'aller au Parlement et quand vous voyez un député, vous saurez que lui là... Non. Il représente 20 000 personnes, 20 000 électeurs, alors que d'autres... Il n'a pas le poids, il ne peut pas discuter avec certains, quoi. Mais aujourd'hui, je me dis que c'est un pis-aller. Cette proposition, au moins, c'est un premier pas. Même si le critère fondamental qui consiste à avoir la clé de répartition et le taux d'électeurs qu'il faut pour pouvoir distribuer. Si on fait ça, il y a beaucoup de préfectures ou de localités qui vont perdre leurs privilèges. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, on est dans cet engrenage. Si on veut aller à cette proposition de 117 députés que nous autres nous décrions, parce que le Togo n'a pas assez de moyens, je me dis que c'est un premier pas. Mais fondamentalement, il faut trouver le coefficient. D'accord. C'est très important. Et c'est sur cette base qu'on va répartir les sièges pour chaque localité. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut aller dans la décentralisation. Et d'autres posent les problèmes des préfectures. Donc, on fait amalgame entre décentralisation et déconcentration. Et là, on ne veut pas s'en sortir. D'accord, très bien. Oui, Francisco, sur ce sujet. Et autre chose, je vous l'ai dit. Je voudrais qu'on aille rapidement et dans la parole. Je vous l'ai dit, non. Et on parle de découpage. Oui, là n'est pas le problème. Aujourd'hui, le droit de vote d'être au poulet. Oui. Mais il faut aller à une révision du fichier qui est déjà obsolète. C'est très important. Parce que ceux qui auront l'année prochaine, il y aura beaucoup de gens... Non, même de juin jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont la majorité, qui ont le droit de vote, qui seront écartés. Francisco, sur ce sujet-là, des députés, le nombre qui va être augmenté, on va aller très rapidement. Vous savez, ça me fait marrer beaucoup, parce que nous avons beaucoup travaillé sur le découpage électoral et même proposé comment faut-il corriger en maintenant le nombre 91. On reviendra là-dessus sur notre premier numéro de l'année prochaine. Par rapport à ce sujet, nous allons le faire en une page. C'est-à-dire pour synthétiser
D'accord, au lieu de faire un dossier de 3, 4 pages comme d'habitude, on va le synthétiser en une page. Et puis, le Togo fait pratiquement la moitié du Bénin d'à côté. Le Bénin n'a que 109 députés. Le Togo a déjà 91 Députés. et lui porter le nombre de députés à 117 ou 121. 121. Mais ce n'est pas tout à fait, c'est pas normal. Encore qu'il y aura le Sénat. Mais quel est l'enjeu quand on veut porter le député à 117 ou 121? Quel peut être l'enjeu? Non, le souci c'est quoi? On ne veut pas corriger. Oui, c'est que les gens ne veulent pas avoir le courage pour affronter les réels problèmes. Il y a eu cette histoire que les gens n'ont pas pu, l'opposition n'a pas pu aller aux élections. Donc, le RPT aussi, ou bien unir, pour se débarrasser de ces partis satellites, d'accord, a du mal. Parce qu'ils vont créer suffisamment beaucoup de ficeries de ficeries et de privilégiés déchus. Parce qu'il y en a... Et qui seront donc ficeries. Voilà, donc on veut le faire au moins 2 mandats. Mais maintenant, si on va là, comme on le dit, je l'ai déjà dit ici, qu'on a dans les localités, on n'a que des honorables, oui. C'est-à-dire qu'ils font, des autorités, oui. Les bénis, oui. Oui, ils font rien. Moi, je ne sais pas qui représente, par exemple, le Grand Bassar, comme on dit, qui a, je crois, au moins 6 députés, je crois. Je n'ai pas entendu, depuis 5 ans, un seul parler. Même au moment où la route, c'est-à-dire que l'entreprise avait abandonné la route Sokodé Bassin, on n'a pas entendu 7 députés. Comme le fait par exemple Djeri Tama, au moins fait des sorties. Ou Abbas Kaba. Mais les nôtres là, c'était muet. Mais et si on va augmenter encore des inutiles pour ajouter et augmenter les budgets, les charges de l'État? Mais il faut vraiment être courageux. Les 91, on les maintient, d'accord? Et que les gens s'organisent, comme on l'a dit. Il faut revoir le fichier électoral. Il faut revoir la façon dont on va aux élections. Sinon, je dis, on peut porter, j'ai discuté avec un opposant la dernière fois, je lui ai dit, on peut vous amener au-delà de 500. Non. Le RPT UNIL prendra sa part. Ne pensez pas. Eux aussi ont beaucoup de personnes à rétribuer. Oui, qui attend. Oui. Et donc, c'est la corruption qui est en train de s'aggraver. Ça, c'est... On élargit l'assiette. Institutionnalisé. On élargit l'assiette. L'assiette de la corruption. Maintenant, c'est les opposants qui viennent rentrer dedans et ça devient une haute trahison, la trahison du peuple. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous n'expliquez pas la trahison? Oui, c'est la trahison. Mais parce vous que exagérez, non? Si c'est l'opposition qui fait cette proposition pour dire d'augmenter le... Si, c'est le cas. Oui, c'est extrêmement grave. Soit ce cas-là a été déjà formaté. Voilà. Donc, ce qui est en train de se passer, pour que les Congolais prennent conscience qu'on n'a pas les hôpitaux, on n'a pas les écoles. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Nous avons un gouvernement pléthorique. Et dont les résultats, nous les voyons, c'est la misère qu'ils ont pu implémenter. Maintenant, quand on va encore ajouter des députés à l'Assemblée et des sénateurs, je vous dis qu'on sera à plat total. Oui, allez-y, Acha Ibrahim. Non, je voulais juste continuer dans le même sens que Francisco Napokura pour dire tout simplement que nous sommes dans une situation où nous pouvons dire aisément que c'est la jouissance qui caractérise certaines personnes. Quand je dis jouissance, c'est que, tout de suite, c'est pas le sort du Togo. Le progrès que nous devons implémenter au Togo, ce que nous devons faire pour amener aussi le Togo vers sur l'orbite, comme on le dit, du développement et tout ce que vous connaissez, émergence et tout ça là. Mais on veut tout simplement avoir aussi sa part. Oui. C'est tout. Sa part de gâteau. On veut aussi avoir sa part. Sinon, je ne comprends pas comment... Quand on gouverne, c'est pas comme ça réfléchit. Non, mais c'est des réflexions. Oui, c'est de tout faire pour laisser son nom à la postérité. C'est de tout faire pour graver en or son nom dans le cahier ou bien dans le registre de la République. C'est comme ça.
Des gens sous d'autres cieux, quand vous voyez certaines infrastructures, vous voyez certaines lois, c'est leur nom qui est gravé en or. Parce qu'ils ont à un moment donné pris la peine de réfléchir et de voir comment est-ce qu'ils peuvent apporter un plus à leur nation. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand je vois qu'on nous fait des propositions, on dit de quitter 91 pour aller à 117, mais c'est la jouissance. C'est qu'on veut seulement aussi que profiter de certaines situations, chacun veut avoir sa part. Sinon, je ne vois même pas l'intérêt, je ne vois même pas l'urgence. Parce que quand nous parlons de découpage électoral et tout ça, là, la base même a été déjà faussée. Voilà. Ça a été déjà faussé. Bon, ce qu'on fait maintenant là, les gens pensent que c'est des députés de surplus qu'on veut donner à l'opposition. C'est faux. Si l'opposition pense que la marge là, de 91 à 117 là, cette députée là, c'est d'office pour l'opposition. Ils se trompent royalement. Donc voilà, je pense que les gens doivent commencer déjà par réfléchir autrement et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter quelque chose à ce pays qui nous est cher. Et je pense que c'est ça. Ça ne répond à aucune logique. Est-ce que toutes les communes ont le même poids? Non. Voilà. Non. Oui, c'est ça la question. Il faut régler ça d'abord. Il faut régler ça d'abord. Et pas avoir, je dis des bêtises, 10 personnes qui élisent un député ici et qu'il y ait 3 personnes qui élisent un député quelque part d'autre. Ça n'a pas de sens. Si on nous dit qu'à moins de 6 mois des élections, on ne peut pas modifier la règle de jeu. Oui. Ou bien, ça nous l'a dit, non? Oui. Ah, c'est un autre élément. Oui. Là, on est à moins de 6 mois. Là. Vous m'avez posé la question de savoir si l'élection là aura lieu. Vous avez dit non. J'ai dit non. Ce n'est pas possible. Et on risque même de ne pas avoir ces élections. Et ils disent qu'il faut réviser le code électoral. Il y a un auditeur qui nous dit, parce qu'ils vont coupler les... Pour la proposition du CPC, je pense qu'il y a des non-dits et le CAR a été le pion utilisé. Ce qui est bizarre, c'est l'appréciation ou la précipitation avec laquelle le gouvernement s'est emparé de la proposition et directement en Conseil des ministres. Cette proposition est intelligente. C'est pour ces genres de réflexion que Daté a voulu être à la tête du CAR. C'est une interrogation de l'auditeur. Pourquoi nos opposants sont devenus des d'adipodosants? On va prendre les auditeurs maintenant. Messieurs, on vous a suffisamment écouté. 92 60 81 81. Il y a un auditeur au bout de fil. Allô? Allô, c'est Jerry. Je suis pas de retour. Ah, Jerry, très bien. Nous vous écoutons, Jerry. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci Eric Dator d'être toujours au volant. Oui, si, on va remettre la clé tout à l'heure. Merci à Jess Aziarovo pour son humour. Ah, hier ça? Oui. Merci à Gérard Wesson pour sa façon philosophique de voir les choses. Merci à Francisco Napocoa. Merci à Olivier Adjaï, me force à penser au-delà de moi-même. Ça, c'est bien. Merci à tout le monde. Merci à vous. Vous savez, les États-Unis contrôlent à peine 11% de ce qui arrive sur leur territoire. Ça a été un reportage de NBC News sur le tilapia. Vous allez vous éloigner un petit peu de votre radio, de votre radio, s'il vous plaît? Oui. Donc, il nous sera difficile, nous, Africains, de contrôler tout ce qui arrive chez nous. Tout ce que je propose, c'est que le gouvernement, pour qu'il prenne les 10 produits qui arrivent dans ce pays, qu'il mette une protection là-dessus, ça, c'est pas l'Africain, et donne le pouvoir à des jeunes à l'intérieur de produire ces produits-là. Sinon, concernant le boycott, ça va être un peu difficile parce que tout ce qui arrive de l'extérieur est moins cher. Et comparé à ce qui est produit sur le territoire, c'est plus cher. Mais si on donne le pouvoir à plus de Togolais de produire à l'intérieur du pays et qu'il y ait une certaine protection, ça va aller. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Jerry. On a compris. Merci pour votre contribution et nous vous remercions également pour le volume de votre participation donc, à nos différentes émissions sur la radio, puisqu'on est vers la fin de l'année. On aura forcément l'occasion de remercier les auditeurs. On va prendre le second qui est au téléphone. Il y a un auditeur qui nous dit déjà par message, même les communes sont illégalement réparties. Même les communes, c'est ce qu'il dit. Et tout ça, c'est le système politique. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Komi?
Oui, bien sûr. Comment allez-vous? La Togolaise. Très bien. Bon, après, vous allez m'expliquer ce que c'est que la Togolaise, mais bon, on vous écoute quand même. Oui. J'aimerais m'appesantir sur la consommation de l'analyse faite par un de vos honneurs, Saint-Doyen, sur la qualité des eaux. Oui. Oui. Il se fait que lors des réceptions, quand je bois du Voltic, j'ai des malaises de santé. Donc, l'analyse qu'il est en train de produire, que les fontaines publiques sont érigées pour donner des eaux de mauvaise qualité, ça m'a réveillé sur ce fait-là. Et que si l'autorité peut commencer par contrôler les eaux minérales, ça aura beaucoup à nous servir. On va faire un petit réplicatif. Hein. Monsieur Komi, oui. Isidore n'a pas dit que toutes les eaux des bonnes fontaines là sont impropres à la consommation. D'accord. Parce qu'il a dit que moi j'ai fait un constat que quand je prends Voltic, j'ai des malaises de santé. Bon. Moi-même, c'est moi Komi. Si. Voilà. Et moi, quand je prends Verna, j'ai des éruptions sur la peau. Voilà. Voilà. Donc, pourquoi ne pas contrôler les eaux aussi dites minérales que nous consommons? Oui. Voilà. Maintenant, sur la question des députés, on va à la législature pour faire quoi? C'est pour contrôler les actions du gouvernement. Et voter. Voilà. Non. Maintenant, les 91 que nous avons, est-ce qu'ils n'arrivent pas à voter les lois? Oui, ils votent les lois. Ils n'arrivent plus à contrôler? Oui, contrôle. Sur l'article 52, on nous dit que tout mandat impératif est nul, non? Oui. Ça voudrait dire que si on a 5 députés pour le Togo, les 5 valent pour les 8 millions que nous sommes. Oui, bien sûr. Et si on veut augmenter, ça résout le problème du grand parti uni qui appelait les gens à venir boire de lait. C'est-à-dire on a des vaches à lait à la législature où les gens ne peuvent pas travailler. Les gens sont incapables de fournir des audits sur Covid-Gate, sur Petrol-Gate. Maintenant, ils veulent seulement augmenter ceux qui vont venir boire du lait. Vous avez envie de dire qu'on a besoin de plus de buveurs de lait? Justement. D'accord, très bien. On a compris. Merci beaucoup à M. Komi, merci de nous avoir appelé. Est-ce qu'on peut prendre un dernier auditeur? Un tout dernier auditeur. Il y a un qui nous dit l'enjeu autour de cette augmentation, c'est de fournir des postes à ceux qui n'en ont pas encore dans l'opposition. Le parti unir. Difficile pour un pauvre de faire la politique. Voilà, il cherche à manger ceux en qui le peuple place confiance pour l'alternance. Sinon, dites-moi, quel impact aura cette augmentation sur le vécu du Togolais? Allô? Oui, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, comment allez-vous, cher ami? Je vais bien, je suis Alassane. Très bien. Nous vous écoutons, monsieur Alassane. Oui, je crois que sur la question du découpage électoral, les gens font un fou débat. Le problème qui se pose actuellement, c'est le problème du coefficient de représentativité. Ouais. Il faut qu'on sache au Togo combien de personnes élisent un député. Parce que les députés sont censés représenter la population à l'Assemblée nationale. Ouais. Et donc, si on ramène le nombre de députés à 70, mais on peut maintenant définir à partir de ce nombre-là et la population générale, le quotient de représentativité. Et donc, je crois que c'est une telle position que défend un parti comme l'ANC. Il ne s'agit pas de sauter sur des propositions de telle sorte qu'une commune, un député, comme si le député représentait la collectivité territoriale. Oui. Vous voyez, comme l'a dit l'auditeur précédent, le député n'a pas un mandat impératif. Donc ça veut dire qu'un député n'est pas élu pour représenter une région, une collectivité. Et donc je crois que le régime sait que cette proposition l'avantage, le régime saute sur la proposition, mais il faut que les gens fassent un vrai débat pour qu'on corrige l'injustice. Ce n'est pas, les gens disent, les gens vont perdre leurs privilèges. Ce n'est pas une question de privilèges. Le découpage électoral actuel
crée une injustice entre les Togolais. Et c'est pour cela qu'il faut poser le débat pour que l'injustice soit corrigée. Oui, il y a plus de Togolais, enfin il y a certains qui sont plus Togolais que d'autres. Et ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, très bien. Bah, écoutez, c'est votre position que nous respectons. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On ne prendra plus d'auditeurs malheureusement. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous, Francisco Napokwa. C'est le remerciement aussi à renouveler à M. Diri. Oui, Diri. Et il a dit quelque chose de très important. On le disait depuis au sorti du Covid, que de mettre la production en marche. Oui. Tant qu'on ne met pas la production en marche, on ne peut que continuer par créer de la guerre en Ukraine et autres. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Francisco. Merci, Isidore Akola. Le thème que j'essaie, le coefficient de représentativité. Oui, bien sûr. C'est très important. C'est ça qui corrige les inégalités. Merci beaucoup, Acha Ibrahim. Merci, mais il faut agir pour le progrès au Togo. Je pense que le défi de développement nous appelle beaucoup, mais j'ai l'impression que nous dormons. Merci, Olivier. Oui, merci aussi à la courtoisie des auditeurs. Hein. Je crois qu'on aimerait avoir des auditeurs comme ça, très courtois. Attendez. Oui, non, mais même si on reçoit des trucs, que ça soit courtois. Ah oui, bien sûr. Pour que l'affaire entre la CNDH et l'ANCN. Alors, Isabelle Amégavi, qu'est-ce qu'elle a dit dans sa lettre?